Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonne nouvelle pour le finaliste du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le frais de participation aux examens d'État seront entièrement pris en charge par le gouvernement congolais. L'assurance a été donnée par la première ministre Judith Suminwa à l'honorable Adel Bazizane. Suivez ses commentaires. La décision du gouvernement congolais à travers la première ministre Judith Suminwa Tuluka de prendre en charge le frais de participation aux examens d'État pour les élèves finalistes du Nord Kivu et du Sud Kivu est un signal fort en faveur de la justice sociale et de l'égalité de chance. Dans une région meurtrie depuis des décennies par des conflits armés, l'insécurité permanente, le déplacement des populations et la précarité, l'accès à l'éducation reste un défi majeur. Pour de nombreuses familles, le frais scolaire représente un obstacle insurmontable, menaçant ainsi l'avenir de milliers de jeunes pourtant porteurs d'espoir. En apportant cette réponse concrète à l'honorable Adel Bazizane, engagée dans la défense des droits des enfants et des jeunes, la chef du gouvernement pose un acte à la fois politique, social et humain. Cette mesure permettra à de milliers d'élèves de présenter leurs examens dans la dignité sans craindre l'exclusion pour des raisons financières. Elle redonne aussi du poids à l'engagement de l'État congolais en faveur de l'éducation en tant que pilier du développement et instrument de paix. Au-delà du geste ponctuel, cette initiative appelle à une politique nationale plus structurée pour soutenir durablement les élèves de zones en crise. Car garantir l'éducation, même à temps de guerre, c'est préserver l'avenir d'un pays. Il est maintenant essentiel que cette promesse soit suivie d'effets concrets sur les terrains et que des mécanismes de suivi soient mis en place pour éviter le détournement ou le retard dans l'exécution. Le geste est salutaire, mais sa mise en œuvre déterminera sa véritable portée. Ce mercredi 30 avril, une vaste opération humanitaire a été lancée à Goma sous l'égide du CICR pour transférer vers Kinshasa plusieurs centaines de militaires et policiers congolais désarmés ainsi que leurs familles cantonnées depuis janvier sur la base de la MONUSCO après le violent combat contre le M23/AFC. Le transfert ce 30 avril de plusieurs centaines de militaires et policiers congolais des armées de Goma à Kinshasa, sous la houlette du CICR, dépasse les simples cadres logistiques d'une opération humanitaire. Il s'agit d'un geste fort dans un contexte post-conflit encore tendu, où les cicatrices des affrontements avec le M23/AFC restent vives. En s'appuyant sur la neutralité et l'expertise du Comité international de la Croix-Rouge, les autorités congolaises et les autres acteurs impliqués montrent qu'un dialogue est encore possible même dans un climat miné par la méfiance et l'instabilité. Ces transferts n'est pas seulement un acte de compassion envers des soldats et policiers abandonnés à leur sort depuis 2 mois, il est aussi un signal politique. Il témoigne d'une volonté au moins affichée de restaurer la cohésion au sein des forces de sécurité nationale et de faire primer les droits humanitaires sur le logistique de vengeance ou d'exclusion. Le CICR, en agissant en tant que garant de neutralité, rappelle aussi que la paix ne s'y construit pas seulement avec des armes, mais par des gestes de confiance, de dialogue et de respect du droit. Encore faut-il que cette opération ne reste pas une exception, mais devienne un jalon vers une véritable réconciliation nationale. En visite officielle en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre belge Maxime Prévost s'est rendu ce mardi 29 avril à Beni dans le Nord Kivu. Accueilli par les autorités locales, il a réaffirmé le soutien de la Belgique et de l'Europe aux efforts de la paix et des développements dans l'est du pays, marqué par une crise humanitaire persistante. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Beni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie
Au comité provincial de sécurité à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, palper l'est de la RDC victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatiques, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide, notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord Kivu est plus qu'enthousiaste parce que n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Béni, le diplomate belge échangera avec la société civile. Dans sa chronique, James Mukeshaba porte la voix d'un peuple reconnaissant envers Thérèse Kaikwamba Wagner, louée pour son patriotisme exemplaire et son engagement au service de la République démocratique du Congo. Suivez. Effectivement, nous avons consacré toute une chronique au travail qu'est en train de faire Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Elle a été partagée par des milliers et des milliers de Congolais qui ont trouvé dans cette plume la vraie expression des victimes de la guerre de l'Est par rapport au travail que Madame Thérèse Kaikwamba est en train de faire. Et ce sentiment, bien entendu, c'est le sentiment d'une profonde gratitude vis-à-vis des démarches qu'elle est en train de mener devant nous, les victimes, qu'elle défend très bien, mais aussi dont elle est la porte-étendard. Il faut voir, à l'Est actuellement, tout le monde qualifie Madame Thérèse Kaikwamba de notre Jeanne d'Arc congolaise. Par rapport à cette guerre et tout ce qui se passe à l'Est, nous les victimes, nous sommes quand même arrivés à découvrir et à faire une distinction entre trois types de nos bourreaux. Parmi nos bourreaux, effectivement, il y a ceux-là qui nous agressent, ils sont connus de tous. Il y a aussi les traîtres congolais qui, effectivement, au lieu de faire ce que le chef de l'État leur demande de faire, au lieu de faire le travail pour nous libérer, au lieu de compatir avec nous, des fois ils reçoivent des moyens et puis ils dilapident les fonds qui sont supposés aider les militaires, aider les victimes. Et ce qui est grave, parmi ceux-là qui sont indifférents, il y a même ceux-là de l'Est, originaires de l'Est, qui, devant ce drame, La synergie pour la lutte anti-mine, SILAM en sigle, tire la sonnette d'alarme et appelle à l'évacuation urgente des zones proches des habitations exposées aux engins explosifs non identifiés. Cette alerte intervient quelques jours après un drame survenu vers Litige, non loin de l'aéroport de Goma, où un enfant de 7 ans a été grièvement blessé par l'explosion d'une bombe alors qu'il allait nourrir les chèvres de son père.
En visite officielle aux États-Unis, une délégation congolaise conduite par les autorités nationales a découvert les installations de la société Liten en Californie. Cette visite fait suite à un accord signé à Davos pour la construction d'une usine de batteries au lithium-soufre en République démocratique du Congo, symbole fort de la volonté du pays à transformer localement ses ressources et renforcer l'emploi de jeunes. C'est une visite qui fait suite à la signature du protocole d'accord que nous avions eu à Davos. Nous sommes ici à Silicon Valley, c'est pour voir les installations de Liten. Liten, c'est un partenaire qui va venir installer la chaîne de valeur de batterie chez nous. Comme vous le savez, dernièrement, nous avons lancé les travaux à Moussopo. Ici, nous sommes venus voir leurs facilités, leurs usines, leurs installations, leur capacité de recherche et ce qu'ils font. Et je peux vous assurer que nous sommes très impressionnés par le niveau avancé de leur technologie. Et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons aller encore plus loin. Pas seulement pour fabriquer toutes les composantes de batterie, mais également pour transmettre ces connaissances aux nôtres, au niveau des recherches, au niveau de nos universités également, tels que le centre de recherche appliquée, le centre d'excellence qui est l'université de Lobou. L'édition industrielle congolaise, nous aurons de la capacité énergétique qui peut être déployée très rapidement sur plusieurs parties de notre pays. Comme vous le savez, nous voulons industrialiser le pays dans son entièreté, pas seulement dans les grandes villes, mais même en province. Et donc, nous ferons un grand boost pour l'industrialisation, mais également la création d'emplois. Monsieur Assamamba, récemment désigné point focal de la réserve armée pour la défense, porte la voix des Wazalendo, groupe d'autodéfense dont il est membre. Il affirme que les volontaires pour la défense de la patrie refusent de rejoindre les centres militaires de Beni-Nyaleke tant que la formation est exclusivement assurée par le FRDC. Il réclame l'implication des instructeurs de Ougandais et OPDF, jugés plus expérimentés dans l'encadrement des forces locales. Nous écrivons dans le programme de la réserve armée de la défense, RADIASIG, à condition que la formation soit assurée par le UPDF, l'armée ougandaise, et non le FARDC, qui nous ont abandonnés à notre triste sort devant l'ennemi. Notre choix est motivé par la discipline de cette armée ougandaise, mais aussi son expérience dans la formation et la constitution de la LDU, Local Defense Unity. Nous profitons de leur présence dans la région à travers leurs opérations conjointes dénommées Opération Souja. 2. Nous rejetons toutes ces tentatives de résolution politique du conflit qui alimentent un cycle de violence et affaiblit le temps et légitimer la méprise du pouvoir par les armes à consacrer l'impunité face aux auteurs de crimes graves, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. 3. Nous appelons les autres patriotes à se mobiliser pour contribuer à se battre pour la souveraineté du peuple congolais et l'intégrité du territoire national des nôtres. À ce jour de consultation seront incessamment lancés pour rassembler les vrais patriotes autour de l'idée de sauver définitivement le pays et prévenir tout cela qui aurait encore les sales idées d'envahir la RDC et faire continuellement souffrir le peuple congolais. Fait à Butembo, le 29 avril 2025 pour le Wazalendo Grand Nord à Sapaloukma Amba qui a lu le communiqué. Poursuivons dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est 30 avril. Le monde célèbre la journée de la non-violence éducative en République démocratique du Congo, alors que les violences physiques et morales persistent dans certains établissements scolaires. La voix s'élève pour rappeler que l'éducation ne peut se construire dans la peur. On retrouve Kambade Kizungu, directeur principal de l'ESSEL, dans ses commentaires. Frapper n'éduque pas. Dialoguer construit. Le 30 avril marque chaque année la journée mondiale de la non-violence éducative, une occasion de sensibilisation à l'importance d'éduquer sans recourir à la peur, aux punitions physiques ou aux humiliations. À cette occasion,
Kambale Kizungu Michel, directeur des études à l'école communautaire du Lac, rappelle que la violence éducative, qu'elle soit physique ou morale, se manifeste dès lors qu'un élève est privé de ses droits. Bastonnade, insultes, humiliation, autant de pratiques qui, selon lui, laissent de séquelles profondes dans l'esprit de l'enfant. Quant à ce qui est des violences physiques, c'est quand la femme est privée de ses droits. Physique en utilisant soit de la bastonnade au niveau de l'école, des insultes, même des injures. Et ça cause des dégâts dans le cœur, dans l'esprit des enfants. Ça, c'est une forme de violence morale pour les enfants. Justement, ça fait que l'enfant ne se concentre plus, il est démoralisé. Monsieur Kambale en appelle à la responsabilité des enseignants, les exhortant à mettre fin à toute forme de violence car celles-ci nuisent gravement au développement moral, psychologique et physique des apprenants. Nous disons souvent aux enseignants de ne pas démoraliser les enfants, de ne pas insulter les enfants avec des mots, de ne pas toucher à ce qui est physique de l'enfant. Injurier les enfants par rapport à sa forme, par rapport à sa tenue, par rapport à la réponse que la femme peut donner. C'est une violence et c'est condamné. Et dans nos instructions, c'est une faute qui est sanctionnable. Il est essentiel de souligner que toute forme de violence éducative n'est pas seulement inacceptable, mais également punie par la loi. À l'occasion de la journée mondiale de prière pour l'évocation célébrée ce 30 avril 2025, l'apôtre Gustave Lutumba Kabala rappelle l'importance de l'appel divin dans le ministère. Selon lui, seul Dieu donne la vocation et c'est à travers la consécration que l'on devient véritablement serviteur de Dieu. Il met en garde contre ceux qui s'imposent dans l'œuvre de Dieu sans y être appelés, source de confusion dans la société. Suivez. C'est 30 avril 2025, le monde célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. À cette occasion, l'homme de Dieu, apôtre Gustave Lutumba Kabala, nous a rappelé une vérité biblique essentielle. C'est Dieu qui accorde un don à une personne et ce sont les apôtres qui imposent le main sur elle pour la présenter devant Dieu et devant les hommes en tant que serviteurs de Dieu. Cette pratique est attestée aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament et elle demeure valable aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Dieu donne un don à un homme et nous, en tant que serviteurs de Dieu, quand nous découvrons ces dons-là, directement, nous devons imposer les mains. Ça veut dire nous présentons la personne devant les esprits et devant les hommes. C'est ce que nous faisons. Donc c'est une recommandation qui est vraiment biblique et ça a été fait dans l'Ancien Testament et ça s'est fait aussi dans le Nouveau Testament, même dans cette période de la grâce. L'apôtre a également souligné un danger réel. Certaines personnes s'introduisent d'elles-mêmes dans l'œuvre de Dieu sans avoir été consacrées ni appelées. Ces individus sont souvent à l'origine de désordres dans la société. C'est Dieu qui donne le don, c'est Dieu qui donne le ministère. Donc ça veut dire pour devenir un serviteur de Dieu ou un sacrificateur établi, pour paître le peuple de Dieu, ça ne demande pas de suivre les écoles bibliques. L'école biblique est importante aussi pour ne fût-ce que apporter quelqu'un, amener quelqu'un à comprendre la déontologie. Il a précisé que pour devenir serviteur de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme en théologie, mais avant tout d'avoir une véritable vocation. La connaissance peut enrichir le ministère, mais elle ne remplace pas l'appel de Dieu. Retenons donc ceci. La vocation divine est bien plus précieuse que toute tentative humaine de s'imposer dans l'œuvre de Dieu sans y avoir été appelé.
Terminons ce journal. La République démocratique du Congo fait face à une recrudescence inquiétante de maladies évitables par la vaccination, telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et récemment le mpox, alors que le pays compte parmi ceux où le taux d'enfants non ou sous-vaccinés demeure alarmant. Un appel pressant est lancé à toutes les forces vives de la nation pour faire la semaine de vaccination du 29 avril au 6 mai, un temps fort d'engagement collectif pour tous. Une aide aux malades qui souffrent du choléra. Depuis les débuts de l'année jusqu'à ce jour, nous sommes à la 14e semaine. La province enregistre plus de 1600 cas de choléra, dont 29 décès. Si vous comparez les données de cette année aux données de l'année passée, c'est 6 fois plus élevé que les données de l'année passée. Ce qui veut dire que la recrudescence ou bien la flambée de l'épidémie de choléra est à grande puissance comparativement à l'année passée. Nous sommes suffisamment accompagnés par l'autorité provinciale. Donc nous disons sincèrement merci à l'autorité, l'exécutif provincial, Christian Kitunga Muteba, pour les gestes qu'il vient d'accomplir. Un vif remerciement que nous adressons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Ces intrants sont très importants, c'est une grande quantité de médicaments, au-delà de 5000 litres de ringel lactate avec du sérum de sel de réhydratation orale, le SRO comme on l'appelle, ainsi que d'autres médicaments qui vont aider à la prise en charge globale des malades au niveau de, non seulement au niveau de l'hôpital général de référence, mais des autres malades qui souffriront de choléra dans toute la province. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous suivez et merci à l'équipe rédactionnelle de Michapi West TV. Derrière la caméra, c'était Christian Chibaka sous la supervision de Maurice Molila. Portez-vous bien et bonne santé chez vous.